La capsule Orion poursuit son voyage autour de la Lune à un peu plus de 434 500 km de la Terre. Elle a atteint cette semaine la plus grande distance qui sépare un objet en orbite de notre planète. Depuis une semaine, la capsule Orion s'est placée sur une orbite dite rétrograde à distance. Ça veut dire qu'elle a pu tout simplement se maintenir quelques jours sans consommer trop de carburant. L'objectif de ce séjour en orbite rétrograde, c'est de mettre le vaisseau et les équipements à rude épreuve dans cet environnement particulièrement hostile. En plus de tester le bon fonctionnement et la résistance du vaisseau, des mannequins bardés de capteurs et situés à l'intérieur de la capsule doivent également permettre de préciser l'impact d'un tel voyage sur les astronautes qui, eux, embarqueront dans le programme Artemis. Au passage, la mission a immortalisé la Lune, éclipsant la Terre quelques instants. Le phénomène a été imagé grâce aux caméras au bout des panneaux solaires du vaisseau Orion. Alors la capsule entame désormais son voyage retour vers la Terre. Son amérissage dans l'océan Pacifique est prévu le 11 décembre prochain. Autre actualité, ce mardi, la Chine a lancé avec succès la mission Shenzhou 15 qui vise à terminer la construction de sa station spatiale Tiangong. La navette transporte à son bord 3 taïkonautes. Ils resteront 6 mois en orbite autour de la Terre et devront achever les derniers détails de la construction de la station spatiale chinoise entamée, pour rappel, il y a seulement 2 ans de ça. Alors dès leur arrivée, les taïkonautes participeront au tout premier transfert de l'histoire de la station, c'est-à-dire qu'ils vont relever l'équipage qui est déjà là-haut et qui va pouvoir enfin rentrer sur Terre. Mais au-delà de la station spatiale chinoise et de cette ambition d'orbite terrestre, la Chine vise aussi la Lune. Et après avoir réussi de façon assez spectaculaire à poser son propre rover sur la face cachée de la Lune en 2019, elle prévoit maintenant d'y envoyer des hommes et des femmes. Il y a quelques jours, on découvrait donc le nouveau design de la fusée qui sera prévue à cet effet. Longue Marche 9, destinée à envoyer des hommes et des femmes sur la Lune, une fusée qui sera en partie, et c'est une surprise, réutilisable. Ce sera une première pour la Chine. 5 nouveaux lancements prévus pour Vega C. Arianespace a rendu public l'achat de la Commission européenne de 5 lancements à partir de la fusée assemblée par le maître d'œuvre italien Avio. Ces missions, elles permettront de mettre en orbite des satellites du programme Copernicus de l'Union européenne destinés à l'observation de la Terre. Grâce à ces nouvelles missions, Avio dispose donc de 13 lanceurs Vega C dans son carnet de commandes. Le montant financier de cette commande n'a pas été dévoilé lors de la conférence de presse donnée par Stéphane Israël. Un pas de plus vers la souveraineté européenne. La France, l'Allemagne, l'Italie, les 3 principaux pays contributeurs de l'Agence spatiale européenne se sont accordés mardi 22 novembre 2022 pendant cette fameuse ministérielle pour garantir l'exploitation future des fusées Ariane 6 et Vega C, mais pas seulement. On va poser la question à notre invité. L'objectif, garantir la souveraineté des lanceurs européens. Alors pour réagir, nous avons au bout du fil Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie au CNES, qui a, Jean-Marc, mené personnellement ces négociations concrètement. Est-ce que cet accord il va véritablement garantir la primeur aux lanceurs européens ? Oui, tout à fait. Merci Cécilia. Je pense qu'il est extrêmement important que cet accord, cette déclaration commune de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, portée par les ministres Le Maire, Abeck et Urso, soit signée avant la conférence ministérielle. Ça a permis d'avoir des débats et des discussions budgétaires beaucoup plus sereines lors de la conférence, ce qui n'avait pas été le cas lors de la dernière conférence de Séville il y a 3 ans, et du coup les choses avaient été plus compliquées. Donc là, grâce effectivement à la signature de cet accord, on a pu mettre en place des principes portés par les 3 pays. Alors que dit cette déclaration commune ? D'abord, comme vous l'avez dit, un accord des 3 pays sur la nécessité d'avoir une autonomie d'accès à l'espace en Europe. Si ça n'était pas le cas, l'Europe serait le seul pays, le seul continent qui ne disposerait pas de la possibilité de lancer ses missions avec ses propres lanceurs. Deuxième chose, la mise en œuvre de la préférence européenne
européenne. C'est un concept, une stratégie portée depuis toujours par la France, qui a été à l'origine de la création d'Ariane et qui est maintenant effectivement est reconnue par l'ensemble de nos partenaires. Ça veut dire que les satellites qui sont financés par les différents pays doivent être lancés sur nos lanceurs. Et nos lanceurs aujourd'hui, ce sont Ariane 6 et Vega C qui sont exploités par Arianespace, comme vous l'avez mentionné précédemment. Et donc, en découle tout naturellement le soutien à Ariane 6 et à Vega C qui a été concrétisé pendant la conférence sous la forme de souscription budgétaire pour la fin du développement d'Ariane 6 et de Vega C, le début de leur exploitation et même leur évolution, puisqu'il a été décidé un programme d'adaptation d'Ariane 6 et de Vega C sous la forme du développement d'une version améliorée des boosters d'Ariane 6, les P120C, qui permettront, grâce à cette version améliorée, d'avoir une performance accrue, et notamment pour que Ariane 6 puisse lancer des constellations dans les années qui viennent. Donc voilà, un accord extrêmement structurant qui a permis d'avoir des débats tout à fait sereins lors de la conférence ministérielle. Accord qui pose les jalons d'une remise en question du principe de retour de budget. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Jean-Marc ? Alors effectivement, il est nécessaire de réfléchir à la mise en place du retour géographique que chacun connaît bien, c'est-à-dire que c'est le principe que quand un pays met 1 euro dans un programme de l'ESA, il récupère 1 euro dans son industrie. Et ce principe-là se comprend très bien pour des missions uniques, des missions scientifiques. Dans le cadre d'un lanceur ou quand il y a une série après, on doit avoir la possibilité effectivement de changer l'organisation, de rendre l'exploitation plus compétitive, ce qui suppose de remettre en cause effectivement la distribution géographique de la production d'un élément comme un lanceur qui a une série au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est ce genre de réflexions qui vont être menées dans les mois qui viennent. Un dernier mot, Jean-Marc, avant de conclure. Ce qui est évident dans ce raisonnement, il faudra que les coûts de lancement soient compétitifs. Est-ce que on a déjà mis des choses en place pour accompagner vers la réduction des coûts de ces nouvelles technologies dans le cadre de cet accord de la ministérielle ? Alors, déjà, Ariane 6 est conçu pour être beaucoup moins cher qu'Ariane 5, à peu près moitié moins cher. Et ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une cadence élevée. C'est pour ça que, effectivement, il faut concevoir le schéma d'exploitation d'Ariane 6 pour avoir une cadence élevée. Vous savez qu'Arianespace a signé avec Amazon un contrat pour 18 lancements d'Ariane 6. Ça va contribuer à réduire les coûts, évidemment, par l'effet de cadence. Et pour la suite, comme je le disais, Ariane 6 va être adapté, sa performance va être augmentée, ce qui fait que le coût au kilo va effectivement diminuer pour les versions améliorées d'Ariane 6. Ariane 6 qu'on a hâte de voir décoller, notamment pour honorer ce contrat avec Amazon. Merci Jean-Marc Astorg d'avoir pris le temps de revenir sur cet accord Italie, France, Allemagne traité sur la souveraineté des lanceurs européens. On reviendra sur le sujet dans cette émission. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bismart.